Are you listening? Bonjour à tous, je suis Najib Beidoun, fondateur de Yield, l'app qui t'aide à passer de 0 à 1000 euros d'épargne sans effort. Et voici le podcast de ceux qui veulent apprendre à mieux gérer leur argent. Bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Charlotte Tamer de chez Yomoni pour aborder le sujet de l'investissement en bourse et comment démarrer avec ses premières économies. Alors bonjour Charlotte. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par nous dire quel est ton poste chez Yomoni et d'abord qu'est-ce que c'est Yomoni? Alors, bien sûr, Yomoni, c'est une société de gestion qui est agréée par l'autorité des marchés financiers. Et notre métier, en fait, c'est de gérer les portefeuilles de nos clients sur les marchés boursiers. D'accord, et toi tu fais quoi exactement? Moi, j'ai rejoint Yomoni en septembre 2018, en fait, en tant que directrice du conseil. Ça veut dire quoi? Voilà. En fait, j'accompagne les clients à travers des bilans patrimoniaux et je les conseille sur leurs investissements financiers. Donc, que ce soit des personnes physiques comme toi ou moi, ou alors des personnes morales, c'est-à-dire des sociétés holding ou sociétés en activité. D'accord, et tu avais quoi comme formation pour faire ça? Moi, je suis juriste de formation, donc j'ai un master de droit privé et ensuite j'ai repris mes études, j'ai fait le master pro à l'ESCP, International Wealth Management. D'accord. Voilà. Ok, bah écoute, on va démarrer alors dans le vif du sujet. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir envie d'investir en bourse? Alors, je pense que les envies sont assez... je pense qu'il y a autant de cas qu'il y a de clients, en fait. Il n'y a pas une seule réponse à cette question. Mais généralement, la bourse a toujours été quelque chose qui fait un peu rêver. C'est-à-dire que les marchés financiers, synonymes de progression du capital et pourquoi pas de fortune. Donc les gens ont envie aussi en fait, de faire travailler leur argent sur les marchés financiers. Est-ce que tu crois que les gens assimilent la bourse au casino? Parfois oui, ce qui est parfois un problème, mais il y a un côté quand même jeu. Donc soit ça peut faire rêver, soit ça peut aussi effrayer, en se disant je peux gagner, mais je peux aussi perdre ma mise. D'accord, mais si on gère son argent un peu en bon père de famille, ça reste un des placements qu'il faut avoir dans son patrimoine, quoi. Effectivement, quand on rentre dans la pratique, dans le vif du sujet, on se rend compte que c'est beaucoup plus réglementé et contrôlé que ça n'y paraît. Et au final, c'est quand même quelque chose qui s'avère nécessaire. C'est-à-dire que quand on commence à avoir un peu d'argent de côté, et qu'importe le montant, en fait, il est bien d'investir son argent sur les marchés financiers pour que l'argent ne se dévalue pas sur la durée. C'est-à-dire quand on voit ce que rapporte un livret A ou même un compte courant, parfois les gens laissent l'argent sur leur compte courant à défaut de savoir quoi en faire. Et au final, cet argent ne travaille pas, c'est-à-dire qu'il rapporte 0 ou 0,5% par an. Ouais, c'est vrai que le livret A est passé à 0,5 en février. C'est un petit peu difficile. Et quand on voit qu'on est sur des périodes inflationnistes de 1,1%, alors moi je préfère me référer au coût de la vie plutôt qu'à l'inflation, parce que je trouve que c'est plus réaliste. Et bien au final, je me rends compte de quoi? Je me rends compte qu'avec 1000 ou 2000 euros en 2020, si je les laisse sur mon compte courant, sur mon livret A, je ne pourrais pas acheter la même chose d'ici 5 ans que si par exemple j'étais rentrée sur les marchés financiers et que mon argent avait un peu plus travaillé. D'accord. Voilà. Alors, les utilisateurs de Yield, tu vois, ils mettent en moyenne 120 euros par mois de côté chez nous, Okay. donc quelques milliers d'euros par an. Est-ce que c'est suffisant pour démarrer en bourse et à partir de combien, en fait, on peut commencer à investir en bourse? Alors, je pense qu'il n'y a pas de montant minimum pour démarrer en bourse. Aujourd'hui, il y a quand même grâce aux acteurs Internet dont c'est vrai que Yomoni fait partie, mais il y a une grosse démocratisation de l'approche financière et de l'approche boursière. Et donc aujourd'hui, en fonction des acteurs, vous pouvez ouvrir un contrat et investir sur les marchés à partir d'une centaine d'euros. Donc le montant initial d'investissement n'est absolument pas un frein à l'investissement financier. D'accord, donc à partir de là, nous, les gens ont quelques centaines d'euros, par exemple, ils veulent commencer à investir. Comment est-ce qu'on fait? Tu parles d'ouvrir un contrat, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on a accès au marché boursier? Alors, je dirais l'interlocuteur qui va peut-être le plus parler à tout le monde, mais peut-être pas satisfaire tout le monde, c'est votre banquier. Mhm. Vous pouvez demander une première recommandation, enfin aller voir votre banquier
avec qui vous échangez généralement, quotidiennement, et lui demander quel type de contrat s'offre à lui. En fait, pour rentrer sur les marchés financiers, il y a 3 types de contrats qui existent. Il y a le compte titre, le PEA, c'est-à-dire le plan d'épargne en action, et l'assurance vie. On a beaucoup entendu parler. Accessoirement, il y a le contrat de capitalisation, mais on va dire que c'est la même chose qu'un contrat d'assurance vie. Donc il y a 3 types d'enveloppes qui vont fonctionner, je dirais, d'un point de vue fiscal, avec des règles qui leur sont propres. Mais ces 3 enveloppes vous permettent d'investir sur les marchés financiers. D'accord, donc toi tu dis en général ça passe par sa banque, mais est-ce qu'il n'y a pas des acteurs un peu nouveaux sur Internet chez qui on peut ouvrir ce genre de contrat pour que ce soit, on va dire, plus fluide dans l'expérience de l'utilisateur, quoi? Bien sûr, bien sûr. On peut aujourd'hui le faire à travers la banque, on peut le faire à travers un assureur, pour l'assurance vie en tout cas. Et puis après, vous pouvez passer par tous les courtiers ou les sociétés de gestion qui travaillent en ligne. Vous voulez quelques exemples ou... Ouais, pourquoi pas. On a, bien entendu, vous avez Yomoni, vous avez Fortuneo, vous avez Boursorama, qui vont vous donner un accès en fait en ligne à ces 3 contrats-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à travers un livret A, etc., vous n'aurez pas accès au marché financier. Pour vraiment pouvoir rentrer sur le produit financier, sur le marché en tant que tel, il faut soit passer par un compte titre, par un PEA, par une assurance vie. La distinction, compte titre et PEA, il faut avoir un intermédiaire qui fait bancaire, d'accord. L'assurance vie, il faut passer par un courtier en assurance. D'accord. C'est des distinctions à avoir. Et donc là, à ce stade, je sais que j'ai envie d'investir en bourse, que j'ai les moyens d'investir en bourse et que j'ai ouvert par exemple un PEA à ma banque ou un contrat, un compte titre chez un acteur en ligne. Maintenant, je fais quoi? J'achète quoi comme produit? Comment je les choisis? Est-ce que c'est avec mon petit doigt et mon opinion, je me dis tiens, cette année on va vendre des voitures, je vais acheter du Renault, ou comment je fais? Alors, en fonction il y a plusieurs... Alors là, je vous ai parlé des enveloppes, et puis après, il y a effectivement qu'est-ce que je mets dans l'enveloppe. Avant même, j'aurais tendance à dire, avant même de choisir soit une action ou de parler des produits en tant que tels, il y a des questions pour moi qui sont primordiales avant de rentrer en bourse, qui sont là pour contrôler le risque pris par le client. Parce qu'entre, par exemple, 2 actions ou 2 produits financiers, je mets à l'intérieur des enveloppes, encore une fois, je ne vais pas avoir le même niveau de risque. Alors justement, je te coupe, parlons de risque. Qu'est-ce que ça veut dire le risque? Est-ce que ça veut dire la probabilité que le produit en question monte ou baisse? Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. Le risque, c'est lié à la volatilité du sous-jacent. Le sous-jacent, c'est le produit financier que je mets dans mon enveloppe, d'accord, dans mon contrat pour entrer sur les marchés financiers. Et en fait, plus la volatilité d'un actif financier est importante, la volatilité, c'est la capacité à monter très haut sur le marché, mais aussi à descendre très bas. En gros, plus le produit peut gagner, plus il peut perdre d'un point de vue capitalistique. Et en fait, cette volatilité, généralement, elle est associée à une durée d'investissement. Plus la volatilité est forte, donc plus je peux monter très haut, plus je peux descendre très bas, plus il faut que mon horizon d'investissement, c'est-à-dire le temps que je passe sur cet actif financier, soit long. Pourquoi? Parce que plus je descends bas, plus généralement il me faudra du temps pour remonter en termes de capital et donc gagner de l'argent, parce que c'est le but de l'investissement financier. Donc, pour moi, il y a 2 questions à se poser quand vous investissez sur les marchés financiers. C'est quel est mon horizon de placement, c'est-à-dire je place cette épargne dont je n'ai pas besoin et pendant combien de temps je ne vais pas avoir besoin de cette épargne. Quand on se pose cette question, il faut vraiment se la poser sérieusement, c'est-à-dire que si je me dis que je n'ai pas besoin de cette épargne pendant 8 ans, mais pendant 8 années, je vais faire comme si cette épargne n'existait pas, sauf en cas vraiment de cas très difficiles. Mais normalement, avant de rentrer en bourse, généralement, l'investisseur a un petit peu d'argent qu'il va laisser sur son livret A, justement, parce que là, il va pouvoir sortir son argent quand il veut, il ne se posera pas de questions, c'est 0,5 toute l'année, ça n'oscille pas, il n'y a pas de risque de perte en capital. Une fois que je rentre sur les marchés financiers, je me dis quoi? Je me dis combien de temps j'ai devant moi? Je peux avoir 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans. Une fois que j'ai déterminé cet horizon d'investissement, déjà, il y a certaines classes d'actifs auxquelles j'aurai peut-être plus accès. Si je me dis, j'ai 5 ans d'horizon d'investissement devant moi, il y a certains types d'actifs assez volatiles, très risqués. On peut parler, par exemple, des middle cap. Je parle là d'un terme un petit peu technique, mais ce sont des actions de petites et moyennes sociétés, d'accord, qui sont plutôt volatiles. Et bien là, je sais que sur un horizon de 5 ans, je vais plutôt éviter d'aller sur ce type d'actifs, parce que, comme c'est très volatile, on envisage plutôt un horizon de placement de 8 à 10 ans. Donc plutôt, si on a un horizon court, plutôt des grosses sociétés qui ne vont pas gagner ou perdre énormément sur 5 ans.
Voilà, alors moi, ma recommandation, et je pense elle est plutôt stricte, voilà. C'est-à-dire qu'en dessous de 2 ans, si vous avez un horizon de placement qui ne dépasse pas 2 ans, pour moi, ma recommandation, c'est de vous dire ne rentrez pas sur les marchés financiers. La visibilité est vraiment trop courte pour se dire est-ce que j'ai le temps de monter, de descendre, qu'est-ce qui va se passer. Malheureusement, en bourse, personne, même le meilleur des gérants, ne sait anticiper ce qui va se passer demain. On sait vous dire ce qui s'est passé hier, ça c'est pas compliqué, tout le monde peut le faire, même quelqu'un qui est néophyte sur les marchés financiers, mais savoir ce qui va se passer demain, c'est extrêmement compliqué et surtout hasardeux. Qui dit hasardeux dit... D'accord, mais on peut se dire aussi que on a envie de rentrer sur les marchés, mais sur des types de produits qui représentent le moins de risques possible. Comment est-ce qu'on s'y prend pour avoir des produits avec peu de volatilité et relativement peu de risques? Eh bien, en fait, les produits que vous allez rencontrer, quand vous allez par exemple sur une plateforme internet, il va y avoir des catégories d'investissement. Donc, soit vous vous y connaissez assez peu, il y a 2 types de manières de rentrer sur le marché, soit vous déléguez la gestion à un tiers, d'accord? C'est-à-dire que vous passez en ce qu'on appelle un mandat de gestion. Donc, c'est quelqu'un dont c'est le métier qui va gérer pour vous et il va vous proposer plusieurs mandats de gestion. Et en fait, là, vous allez pouvoir choisir un mandat peu volatile ou peu exposé sur le marché et donc vous prenez peu de risques. D'accord? Soit vous êtes plutôt tout seul de votre côté et vous voulez acheter en direct. Et là, en fait, quand vous investissez sur des supports qu'on appelle des fonds communs de placement, d'accord? Ça ressemble à un gros camembert, il y a des fiches explicatives sur chaque fonds. En fait, vous allez voir qu'il y a une classification qui va de 1 à 7 pour déterminer le risque de chaque actif que vous allez acheter. Et en fait, il faut plutôt acheter des actifs qui se situent entre 1, 2 et 3. À partir de 4, vous êtes plutôt ce qu'on appelle un risque équilibré. 50-50, à partir de 5-6, vous êtes sur des risques qui sont plutôt dits dynamiques. Et donc, en fait, vous avez des éléments clés pour vous référer en fonction de soit vous voulez déléguer à un tiers, parce que vous êtes plutôt néophyte, vous n'êtes pas très à l'aise, soit vous voulez faire par vous-même, et auquel cas, quand vous rentrez par exemple sur une assurance vie, vous avez accès à différents supports financiers qui vont vous être présentés sur un site ou par votre banquier. Et en fait, sur chaque support financier, vous avez des fiches de référence. On appelle ça des DC. Et en fait, elles vous fournissent les principales informations avant de rentrer sur le marché. Et est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de produits, par exemple, qui seraient classifiés 1 sans risque et à l'extrême 7 hyper risqués? Oui, bien sûr. Alors, sans passer par les mandats de gestion, parce que souvent ils sont classifiés par numéro, sur un profil absolument pas risqué, actuellement on a le fonds euro. Donc c'est un fonds qui est garanti en capital, comme votre livret A par exemple, dont les rendements ne font que baisser. En fait, il est constitué d'obligations d'État. La chute des taux directeurs fait que c'est plus un support financier, un actif financier très rentable. Le fait c'est qu'aujourd'hui sur les fonds euros, plus le temps va passer, chaque année la rentabilité baisse. Et au final, vous allez faire beaucoup d'efforts pour ouvrir votre contrat d'assurance. Enfin, beaucoup d'efforts, je parle de la démarche psychologique de rentrer en bourse. Vous allez ouvrir votre contrat, vous allez faire une démarche très novatrice pour au final très peu de résultats. Pas beaucoup plus. Au final, une fois que la fiscalité est passée, on y viendra, que sur un livret A. Sachant que tu citais 3 supports pour investir tout à l'heure, le compte titre, le PEA et l'assurance vie. Ouais. A priori, le fonds euro n'est disponible que via une assurance vie. Bien sûr, il n'est éligible que sur l'assurance vie. Sur un PEA ou sur un compte titre, en fait, quand vous voulez une épargne qui est assez sécuritaire, on va parler de ce qu'on appelle de fonds monétaires qui sont indexés sur un indice qu'on appelle Léonia. Donc c'est lié au taux directeur. Le problème du monétaire, c'est que comme c'est pas garanti en capital comme le fonds euro, c'est un fonctionnement un petit peu différent, ça a des performances négatives sur les 3 dernières années. Parce que les taux directeurs sont négatifs. On suit l'économie et les bases de ce qui se passe. Donc au final, je dirais, si c'est pour aller sur quelque chose de vraiment très sécuritaire, est-ce qu'il faut vraiment se donner la peine d'aller ouvrir un PEA, un compte titre, une assurance vie par rapport à peut-être ce qu'on appelle les super livrets? Vous avez un horizon de placement devant vous qui va sur peut-être 1 an, 6 mois, 2 ans, etc. Moi, j'ai tendance à dire, des fois, il faut aussi se simplifier la vie. Voilà. Pour moi, le marché, c'est vraiment une idée de se dire que plus votre horizon de placement est lointain, plus vous pouvez prendre du risque parce que vous avez le temps de remonter quand ça descend et plus vous avez de la chance d'aller chercher une performance. Alors cette performance, c'est pas 30% par an tous les ans, c'est une performance moyenne annualisée, mais en tout cas, il est conseillé aujourd'hui que quand l'horizon est lointain, vous pouvez prendre du risque sur le marché. Et si on reprend ta classification de 1 à 7, par exemple, si je prends une entreprise comme Airbus,
tu vois qu'il y a une grosse entreprise avec des carnets de commandes hyper lointains, etc., tu la placerais comment sur une échelle de 1 à 7 de risque? Alors, moi, je ne suis pas une professionnelle de la gestion, c'est-à-dire que je ne suis pas gérante, je ne traite pas sur le marché toute la journée, je suis plus là pour accompagner le client. Mais Airbus, c'est plutôt ce qu'on appelle une grosse capitalisation. Donc, c'est risqué parce que vous êtes c'est une action et donc elle est soumise à la volatilité de marché. Derrière, il y a sa cotation journalière sur le marché, c'est-à-dire qu'elle est cotée à un certain niveau. Mais une fois tous les ans, face à ces résultats, elle va distribuer un dividende. D'accord ? Et le dividende d'Airbus, il est relativement stable parce que c'est une grosse capitalisation. Donc je dirais entre 5 et 6. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que tu nous donnerais comme exemple de produit vraiment ultra risqué? Il y a toutes les valeurs cycliques. Par exemple, les valeurs bancaires sont quand même des actifs assez réactifs au cycle de marché. Et donc, par exemple, les valeurs bancaires type les banques, quoi, en fait, hein, sur lesquelles vous pouvez aussi investir quand vous les achetez en direct, ça va être des valeurs assez cycliques. Le pétrole peut présenter aussi une certaine volatilité au sein de votre portefeuille, pour donner un ou deux exemples comme ça. Et en fait, plus le marché est incertain, donc face à du doute, plus ce sont des valeurs qui ont tendance à osciller à la hausse, à la baisse, et sur lesquelles c'est quand même assez... on manque de stabilité, on manque de visibilité, et l'investisseur n'est pas toujours confortable avec ça. Et je reviens sur un point que tu abordais tout à l'heure, quand on a un peu démarré, tu disais, on peut soit investir en direct, soit déléguer la gestion de son portefeuille à un professionnel. Ouais. Mais ça, c'est pas gratuit. Comment ça se passe? Combien ça coûte de déléguer sa gestion? Alors, combien ça coûte? Ça dépend avec qui vous travaillez. En fait, il y a une structuration de frais dans ce milieu-là qui est un petit peu... qui tend vers la transparence, mais il y a encore un petit peu de chemin à faire. Effectivement, il faut savoir que vous passiez en mandat de gestion ou pas en mandat de gestion, ouvrir un portefeuille financier, ce n'est jamais gratuit. On ne va peut-être pas vous demander d'argent au moment où vous investissez, c'est-à-dire que vous allez prendre vos 100 €, vous allez ouvrir votre contrat d'assurance vie, et tous les mois, par exemple, vous allez mettre 100 €. D'accord ? Ça, c'est un très bon réflexe d'investisseur. Vous n'allez peut-être pas voir que ça vous coûte de l'argent, mais en fait, à l'intérieur, on va vous prendre ce qu'on appelle des frais de gestion. Et après, ça dépend de chaque interlocuteur. Les frais, quand vous faites du mandat de gestion, vont s'ajouter en fait ce qu'on appelle des frais de mandat. Et en fait, il faut simplement demander à l'interlocuteur avec qui vous travaillez de quel ordre sont ces frais de mandat. Un mandat de gestion, ça coûte généralement entre 0,7 et 1,5% du capital confié. Ok. Et moi, si demain, par exemple, je me dis, moi, j'y connais pas grand-chose à la bourse, je vais pas lire la documentation financière de toutes les entreprises du CAC 40, par exemple, mais je me dis, moi, comme l'argent, j'en ai pas besoin tout de suite, je vais l'investir sur 5 ans, 8 ans ou 10 ans, je vais le laisser tranquille. Comment est-ce que je peux faire pour acheter finalement un panier d'actions qui va me donner la performance de l'indice, étant donné que voilà, quand on regarde sur 10 ans les courbes par exemple du CAC 40, on voit bien que sur le long terme ça monte. Et donc comment est-ce que je fais pour reproduire cette performance? Alors, il y a plusieurs possibilités. Moi, j'ai tendance quand même après plusieurs années d'activité, quand on est assez néophyte ou que ça n'intéresse pas, parce qu'il y a des gens ils ont envie de profiter du marché, mais ça ne les intéresse pas intellectuellement parlant. Moi, j'ai tendance à dire que la solution du mandat de gestion est plutôt adaptée, parce qu'au final, c'est quand même une affaire chacun son métier après tout, et les gérants sont là pour ça. Il faut trouver le bon interlocuteur, parce que c'est un acte de confiance assez fort. Hein. Vous déléguez votre argent à quelqu'un qui va s'en occuper pour vous. Et ensuite... si vous ne voulez pas passer par cette solution de mandat de gestion, que vous ne trouvez pas une offre qui vous corresponde, vous pouvez aussi investir sur ce qu'on appelle des ETF, qui sont un des sous-jacents financiers, et qui vont reproduire un indice financier. Ça peut être le CAC 40, ça peut être le Dow Jones, ça peut être le Nasdaq, ça peut être n'importe quel indice financier, et vous pouvez aussi investir sur des ETF. Ça veut dire quoi, ETF? C'est Exchange Trade Fund, et en fait, c'est des fonds dont le but est de reproduire le marché. Donc ils vont reproduire indice par indice, ligne par ligne, alors plus ou moins exactement, hein, après on rentre dans un autre sujet, mais et en fait dont le but va être simplement de reproduire le marché tel qu'il est, et tel que
Donc si j'achète par exemple une action d'un ETF qui reproduit le CAC 40, c'est comme si j'avais quelques centimes dans chacune entreprise du CAC 40, quoi. Voilà, alors en fait, on achète des parts sur les fonds, que ce soit un ETF ou un fonds commun de placement, avec CP plus traditionnel. Vous achetez des parts et donc c'est comme si vous achetiez exactement un centième de toutes les sociétés que va composer ce fonds. Voilà. Et d'ailleurs, c'est assez à la mode comme produit en ce moment parce que ça fait partie des produits qui ont les frais de gestion les plus bas, non? Alors oui, c'est un argument qui ressort souvent. Les frais sont importants. Je pense qu'on peut en parler aux investisseurs qui démarrent en bourse. On l'a dit tout à l'heure, mais un investissement boursier, il y a des gens en fait derrière qui gèrent les fonds ou qui assurent un mandat de gestion. Donc il y a forcément des frais. Le prix n'est pas toujours affiché en gros comme dans les magasins traditionnels, mais il incombe en fait à vous, futurs investisseurs, en fait de vous renseigner et de regarder un petit peu l'impact de ces frais parce que ça va directement s'impacter sur la performance de votre portefeuille. Les ETF en fait sont très en vogue pour dire vrai aux États-Unis depuis déjà 2008. Là, ça s'accélère quand même pas mal depuis 2-3 ans. Et en fait, ce sont des fonds qui présentent des frais de gestion moins chers. C'est une conséquence. La philosophie de gestion est un petit peu différente ce qu'on peut trouver sur des fonds plus classiques, c'est-à-dire que l'idée est vraiment de reproduire le marché et ça a une conséquence directe sur des frais de gestion qui au maximum sont de 0,3% par an. Ouais, sachant qu'en plus, t'es pas cantonné à reproduire des indices. Tu peux aussi avoir des ETF sur des matières premières, sur des monnaies, sur des choses comme ça, non? Oui, il y a tout. Alors, il y a tout un tas d'ETF qui existent. Après, je mettrai en garde un petit peu. Alors, tout dépend du niveau de l'investisseur et quand il débute. La mise en garde que je ferai, c'est qu'il y a une grosse production d'ETF au niveau mondial aujourd'hui, notamment au niveau des États-Unis, parce que c'est là, en fait, où le business se fait là-bas. Donc, tout le monde veut un petit peu sa part du gâteau, assez logiquement. Et donc, il y a une grosse production d'ETF. Et tous les ETF ne sont pas de même qualité. D'accord ? Tous les ETF ne reproduisent pas leur indice de référence de la même manière. Tous les ETF ne distribuent pas le même taux de dividende des sociétés qui le composent. Tous les ETF ne vont pas avoir les mêmes frais de gestion, même si on est plafonné à 0,3%, il peut y en avoir des moins chers que d'autres. Et on n'a pas que des ETF simples. On peut avoir des ETF synthétiques, il y a différentes catégories. Et la qualité entre deux ETF peut être très différenciante. D'où l'intérêt, pourquoi pas, de repasser à travers le mandat de gestion où un gérant va sélectionner des ETF pour vous, dont l'objectif est de vous garantir la meilleure qualité d'ETF possible et donc, in fine, la meilleure performance possible. Oui, ce qui semble être une bonne solution pour placer son argent à moyen à long terme et reproduire un indice de manière assez certaine, quoi. Voilà, et à moindre coût. Parce qu'au final, c'est vrai quand on n'a pas trop de notions. Donc, je dirais que un des premiers réflexes pour les investisseurs, c'est déjà de commencer un petit peu à se renseigner, regarder ce qui se fait, peut-être comparer ce qu'il y a sur Internet et demander à votre banquier pour avoir au moins une offre comparative. Les choses que vous avez à regarder, la toute première question pour moi, c'est votre horizon de placement. Après, si c'est vraiment nouveau, essayez de voir jusqu'à quel niveau de risque. Alors c'est toujours difficile quand on n'est jamais rentré en bourse de savoir si à moins 15, comment vous allez vous sentir à moins 15. Moi j'ai quelques clients qui démarrent en bourse aussi chez Yomoni et quand je leur dis est-ce que vous pourriez supporter un risque supérieur à moins 10, ils me disent je sais pas. Alors, généralement, quand c'est non tout de suite. Et là, on sait que, il y a des gens qui sont pas faits pour l'investissement boursier. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que une fois que vous allez choisir votre enveloppe, le PEA, le compte titre ou l'assurance vie, vous allez choisir un profil de risque qui soit en mandat de gestion ou en gestion libre, c'est-à-dire que vous allez faire votre gestion vous-même. Vous allez avoir une durée qui va être associée. Et cette durée, elle va dépendre en fait, du niveau de volatilité, du niveau de risque que vous aurez choisi. Et en fait, il y a une durée minimale, que moi j'appelle la durée optimale financière, qui n'a rien à voir avec la fiscalité de l'enveloppe. Les deux choses sont à dissocier. Et en fait, pendant cette période-là, il va falloir en quelque sorte, c'est un peu difficile, mais oublier votre placement. Et vous dire, voilà, je suis sur un profil plutôt équilibré. Alors chez Yomoni, vous êtes entre le profil 5 et le profil 7 par exemple. Ou alors chez d'autres interlocuteurs, ça peut s'appeler le mandat équilibré ou il y a des fonds qui s'appellent gestion équilibrée, gestion patrimoniale. Vous savez que vous êtes moitié en obligation, moitié en action. Ce sont les deux principaux actifs sur les marchés financiers. Vous savez que vous êtes sur une durée d'investissement de 5 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant ces 5 années, si le marché chute, il ne faut pas changer de profil et vous dire je mets tout en fonds euros ou je remets tout sur mon livret A. Il faut patienter. Le marché, il monte, il descend sur une durée donnée. Et la performance, elle viendra de la soustraction des périodes basses, des périodes hausses. Et du coup, justement, dans ce contexte-là, est-ce que tu conseilles de plutôt attendre d'avoir réuni une somme d'argent
X et de l'investir en une fois et d'attendre 5 ans, 8 ans, 10 ans selon son horizon de temps? Ou bien est-ce que tu conseilles au contraire d'ouvrir un compte titre ou un PEA ou une assurance vie et puis régulièrement, tous les mois, d'y mettre un petit peu d'argent? Alors, moi, je pense qu'une des très bonnes... Alors, il n'y a pas qu'une seule solution possible, hein, on s'adapte au cas de l'investisseur à chaque fois, mais le fait d'ouvrir avec un minimum et de verser tous les mois de manière automatique, c'est l'une des meilleures manières pour investir aujourd'hui. En fait, beaucoup de gens pensent qu'il faut avoir plusieurs, peut-être centaines de millions d'euros pour rentrer sur le marché, alors absolument pas. On voit que les enveloppes s'ouvrent pour très peu. Et qu'importe le capital que vous versez au départ, moi je recommande à tous mes clients, à partir du moment où on commence à être sur des profils équilibrés, dynamiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un peu de risque, donc un peu de volatilité, je leur recommande de mettre un ticket, ça démarre à 50 € par mois, hein, donc c'est accessible à tous. Je pense que dans certains établissements, ça peut même démarrer un petit peu en dessous. Et l'idée, ça va être quoi? Ça va être de rentrer tous les mois sur les marchés sans vous poser de questions. En fait, il faut qu'il y ait le moins d'émotions possible dans votre investissement. Et tous les mois, sans vous dire est-ce que c'est haut, est-ce que c'est bas, votre ticket d'investissement, il va rentrer sur toute la durée de votre placement. Ça va permettre deux choses. D'une part, si vous êtes néophyte, vous allez pouvoir mieux appréhender le risque, et en tout cas sur des sommes un petit peu moindres que si vous aviez réuni 1 ou 2 ans de trésorerie, soit 1000 ou 2000 euros. Imaginons que le marché, comme en ce moment, chahute un peu, ça peut vous faire mal, ça peut être difficile à vivre. Et là, vous aurez déjà un premier, un premier ressenti sur des sommes qui sont quand même un peu moindres, donc un petit peu plus facile à digérer. Et en plus, ça permet, donc la technique, c'est lisser les cours à la baisse, c'est se donner la probabilité d'essayer de capter le point bas sur le marché à un moment donné. Alors justement, là on est en mars 2020, en pleine crise du coronavirus. Les marchés se sont écrasés en une dizaine de jours. Quand on veut investir en bourse, bien sûr on s'expose à des périodes qui sont comme ça, à un moment ou à un autre de son horizon d'investissement. Mais est-ce que c'est une fatalité de perdre de l'argent dans ce contexte-là? Ou bien est-ce qu'il y a des façons de un peu tirer son épingle du jeu et d'éviter de perdre de l'argent quand les marchés baissent? Alors, éviter de perdre de l'argent quand les marchés baissent, je pense qu'il y a beaucoup de gérants qui essayent de passer entre les mailles du filet, mais il y en a très peu qui y arrivent. Hein. C'est quand même les chiffres, et il y a des études qu'on appelle les études Spiva qui le montrent très clairement. Il y a moins de 10% des gérants aujourd'hui qui battent le marché. Donc, sur les 5 dernières années, c'est quand même très peu par rapport à l'ensemble des gérants. Ce qui renforce ce qu'on disait tout à l'heure dans le fait d'acheter des ETF qui reproduisent le marché, parce que finalement, comme il y en a moins de 10% des gérants qui... C'est souvent le marché qui gagne, voilà. en fait. Le marché est souvent plus fort. Donc autant faire confiance au marché et de respecter quelques, je dirais, principes de base qui vont vous mener vers la performance de votre portefeuille. Là, face à la période, en fait, ce qui aide, c'est d'essayer d'entrer au point bas. Le problème, c'est que personne ne sait où est le point bas. Le point le plus bas. Aujourd'hui, le point, il est plus bas qu'hier, mais est-ce qu'il sera plus bas que demain? Personne, même un gérant, ça paraît peut-être fou ce que je dis, mais ça a été démontré scientifiquement, personne ne sait dire par anticipation où est le point le plus bas. Et d'ailleurs, c'est pareil pour le point le plus haut, hein, ça marche dans les deux sens. Donc, moi, ce que je recommande à mes clients, dans des périodes un peu baissières comme ça, pour ceux qui n'ont pas, par exemple, mis en place les prélèvements automatiques dont on parlait juste avant, c'est de les mettre en place. Se forcer, en fait, prendre soin de son portefeuille. Il y a une hygiène quelque part du portefeuille. Et à partir du moment où vous dépassez un profil, alors c'est 5-6 chez Yomoni, mais c'est un profil équilibré. À partir du moment où vous avez un peu d'action en portefeuille, il faut vous forcer tous les mois à mettre de l'épargne de manière automatique. Sur la durée. Pas juste sur 3-4 mois, hein, sur la durée. Ok, et du coup, on a épargné chaque mois, on a mis de l'argent, on l'a mis sur des produits plus ou moins risqués. On arrive... un peu à la fin de son horizon de temps et potentiellement on change de projet, quoi. Peut-être on a envie de s'acheter sa maison, son appartement, une voiture, quelque chose. Comment est-ce qu'on sait que c'est le bon moment de vendre et à quel moment finalement liquider ses positions? Alors, c'est un petit peu... Comment savoir? Déjà, vous avez un profil de risque que vous avez choisi initialement. Normalement, si tout s'est bien passé, vous n'avez pas changé de profil de risque en cours d'investissement.
D'accord ? On prend toujours cet exemple où on a ouvert un profil équilibré. Vous arrivez au bout des 5 ans, qui est la performance moyenne, qui est la durée moyenne d'un profil équilibré. Il se peut que la performance soit un petit peu en dessous de vos attentes, donc vous pouvez rallonger d'une année ou deux en attendant si c'est un mauvais moment, ou alors il se peut que la performance corresponde et à ce moment-là, en fait, vous liquidez simplement votre placement, vous le rachetez, que ce soit un PEA, un compte titre, une assurance vie, vous pouvez faire un rachat partiel ou total, de toute façon ce sont vos capitaux et vous décidez en fait de ressortir de votre placement financier. Les conditions de sortie en fonction de la durée de votre investissement vont varier et aussi en fonction des enveloppes. C'est-à-dire que chaque enveloppe va avoir sa propre fiscalité parce qu'encore une fois, l'idée c'est d'aller générer de la plus-value, on appelle ça de la plus-value mobilière sur les marchés boursiers et donc elle a une fiscalité. Voilà, justement, moi, imaginons que j'ai mis 1000 euros par an pendant 10 ans en produits financiers, donc j'ai investi finalement 10 000 euros. Ouais. La performance de mes produits fait que mes 10 000 euros aujourd'hui, ils en valent 15 000. Très bien. En fonction des supports ou des contrats que j'aurais ouverts, combien je vais payer d'impôts là-dessus ? Alors, sur un compte titre, vous n'avez pas d'avantage fiscal. C'est-à-dire que la fiscalité, elle se fait chaque année en fonction du résultat annuel de votre portefeuille. En fait, vous allez vous-même déclarer, sur votre déclaration sur le revenu, première année, vous avez fait par exemple alors, vous avez mis 1000 euros chaque année, mais les 1000 euros sont devenus 1300 euros la première année. Les 300 euros de plus-value, même s'il reste investi, que vous n'y touchez pas, ils sont fiscalisés. Je dois payer de l'impôt dessus, même si je ne les ai pas encaissés. Tout à fait. Et cet impôt s'appelle le prélèvement forfaitaire unique, et en fait, il est de 30%. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si mes 1000 euros, j'ai perdu de l'argent, ils sont 700, l'État me rembourse 300 euros ? Non, l'État ne vous rembourse pas 300 euros, mais vous pouvez garder votre moins-value et la déduire des plus-values les années suivantes. D'accord. Il y a un jeu de compensation qui s'effectue. Je peux la garder combien de temps ? Voilà, 6 ans. 6 ans, d'accord. Voilà. Donc vous pouvez, ce qui permet en fait généralement de compenser entre les plus-values et les moins-values sur une durée donnée. Si vous faites ça sur 6 mois, forcément ça n'a pas trop de sens, mais si vous faites sur 3, 5 années, 8 années, ça peut faire sens sur la fiscalité d'un compte titre. Donc le compte titre, que vous rachetiez ou que vous ne rachetiez pas votre compte titre, vous payez votre fiscalité sur une année civile donnée. D'accord. Et vous la mettez dans votre déclaration d'imposition. D'accord. Sur un PEA, ouais. En fait, le PEA, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez... Alors, le PEA, il a la particularité, vous ne pouvez être investi qu'en action sur un PEA. D'accord. Soit vous êtes en cash, comme sur votre compte courant. En fait, le PEA, c'est un rectangle. À l'intérieur de mon rectangle, j'ai 2 sous-rectangles, 2 sous-poches. Il y en a une, c'est un compte courant en cash, comme votre compte courant traditionnel, et un autre, c'est une poche action. Et je ne peux être, normalement, que sur de l'action. D'accord ? Un PEA, si vous rachetez votre contrat... alors, on va être sur le PEA, sur un contrat qu'on appelle en franchise d'impôt. C'est-à-dire que tant que vous ne touchez pas à votre placement, les intérêts sont recapitalisés dans le contrat, sont réinvestis sur le profil que vous avez choisi, et en fait, vont venir accélérer la performance du contrat. À partir du moment où vous sortez, il se passe plusieurs choses. Un PEA, entre 0 et 5 ans, si vous sortez, vous cassez le PEA. Le PEA il disparaît, il n'y a plus de PEA, vous retrouvez avec votre somme en cash. D'accord. Vous cassez le PEA, même si vous aviez 5 000 euros, vous sortez 1 000 euros, le PEA c'est fini, vous perdez votre date d'antériorité fiscale. À partir de la 5e année, vous n'allez plus avoir de fiscalité, vous n'aurez que les prélèvements sociaux. Ça veut dire quoi ? Les prélèvements sociaux, ils sont au taux de CSG, CRDS, RSA, ils sont au taux de 17,2% aujourd'hui. Et en fait, vous avez vos 10 000 euros, au bout des 5 années, ils sont devenus 15 000 euros. En fait, c'est une règle de 3, c'est assez simple. On considère qu'il y a 10 000 euros de capital, qui lui n'est pas taxé, parce que c'est le capital que vous avez investi. Il y a 5 000 euros de plus-value. Sur ces 5 000 euros de plus-value, vous allez payer 17,3% de prélèvements sociaux. Okay ? Donc ça, c'est le PEA. D'accord. Et puis ensuite, il y a l'assurance vie. Et l'assurance vie, c'est comme le PEA. Tant que vous ne sortez pas de frottement fiscal, vous pouvez même vendre, changer la location à l'intérieur de votre assurance vie. Vous ne sortez pas de l'enveloppe, vous restez à l'intérieur de l'enveloppe et donc il n'y a pas de frottement fiscal. À partir du moment où vous faites un rachat partiel ou total, il y a une fiscalité. Il y a une fiscalité avant 8 ans, une fiscalité après 8 ans. Avant 8 ans, c'est prélèvement forfaitaire unique, donc c'est 30%, comme sur le PEA avant 5 ans, comme sur le compte titre par année civile. Et après 8 ans, en fait, vous avez un abattement, en fonction de vous soyez marié ou célibataire, qui est de 4 600 ou 9 200 euros sur votre plus-value, puis un résidu de fiscalité de 8,5 et enfin les prélèvements sociaux.
Donc il y a quand même une fiscalité qui est présente, mais rassurez-vous, généralement, les gens avec vous travaillez, même quand ce sont des plateformes digitales, l'assureur ou sur le PEA ou sur le compte titre, en fait, on va vous calculer la plus-value et vous dire en fait combien vous devez sur les plus-values. Donc en fait, si je résume, un compte titre, c'est quand même pas très avantageux parce qu'on va tout le temps se prendre la plus-value, voire chaque année, même si on n'a pas vendu ses actions. Un PEA, c'est déjà mieux, mais ça limite à investir uniquement sur des actions. Voilà. Et une assurance vie, ça a à peu près les mêmes avantages fiscaux qu'un PEA, mais sur une durée légèrement plus longue, donc plutôt 8 ans que 5 ans pour bénéficier de tous les abattements et les avantages. Mais ça permet de diversifier les classes d'actions, d'aller sur du fonds euro, des obligations, En fait, sur l'assurance vie, vous allez pouvoir avoir des profils prudents, équilibrés, dynamiques, comme on a évoqué au cours de cette session, alors que sur le PEA, vous allez vraiment être en profil dynamique. D'accord ? Vous allez vraiment être sur quelque chose de très volatile. Et après, je dirais, c'est vrai qu'il y a une différence de fiscalité entre le compte titre et en fait, chaque enveloppe va avoir ses avantages, ses inconvénients. Un compte titre, généralement, en termes de frais annuels, les frais de gestion dont on parlait, c'est moins cher aussi. D'accord ? Et ça, ces frais, ils vont jouer sur votre performance aussi annuelle. Donc, il y a du plus, du moins dans chacune des enveloppes. Je dirais que les avantages fiscaux ont quand même été réduits par quand tout est passé au prélèvement forfaitaire unique, hein, parce qu'avant, la fiscalité de l'assurance vie était quand même un petit peu plus attractive. Mais voilà, je dirais compte titre et PEA, compte titre et assurance vie vous permettent une grande largesse de choix d'investissement, prudent, équilibré, dynamique. PEA, on est vraiment sur du dynamique. Et puis ensuite, en fait, tout dépend de votre profil, de vos besoins. Vous pouvez avoir un peu de moins-value reportable. Enfin, il y a pas mal de cas. Des fois, ça vaut le coup d'appeler un conseiller. S'il y a une hotline ou s'il y a un numéro, ça vaut le coup de passer 10 minutes, un quart d'heure avec un conseiller et de faire un point sur où est-ce que vous en êtes et ce que vous recherchez. Et selon toi, avec un profil assez prudent en bourse, sur un horizon par exemple de 8 ans, Ouais. à quelle performance on est censé pouvoir prétendre? En fait, j'ai pas le droit de répondre à ce type de... En tant que société de gestion, on n'a pas le droit de s'engager sur les performances. Voilà, on a un contrôle assez strict de l'AMF. Je dirais que sur les profils assez... en fait, on va regarder la performance du fonds euro. Quand je suis très prudente, un fonds euro, ça rapporte en fonction des compagnies d'assurance, mais on trouve encore du 1,8 aujourd'hui. Je parle du fonds euro classique parce que... ils lui ont trouvé une toute nouvelle version pour le rendre un petit peu plus performant. Mais je dirais, sur une durée de 8 ans, vous êtes... je vais parler plus par année, c'est une moyenne encore une fois, hein, ça n'engage à rien et voilà, mais sur un profil vraiment prudent, je dirais vous êtes entre 1,5 et 2% de performance à l'année. D'accord. Voilà, net de frais de gestion. Génial. Merci beaucoup Charlotte Tamer, qui est directrice conseil chez Yomoni, d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir initié les utilisateurs de Yield à l'investissement en bourse. Merci à vous de m'avoir interviewé et n'hésitez pas en fait à contacter Yomoni dans le cadre d'un choix en mandat de gestion et c'est avec plaisir qu'on vous accompagnera et bon investissement à tous.